Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de l'impact de la gouvernance sur la jeunesse malienne. Les jeunes sont souvent les premières victimes des crises multidimensionnelles, comme celle qui a frappé le Mali en 2012 selon certains observateurs. En plus de l'insécurité, l'éducation suspendue, possibilité d'emploi limité, projets de famille interrompus sont entre autres des difficultés que rencontre la jeunesse du Mali. Nos invités sur ce plateau, Baba Dakono, chercheur à l'ISS, Ismaël Doucouré dit Master Soumi, chanteur et activiste, honorable Amadou Cham, député. Je suis Fatmata Togola. Ce débat est un partenariat avec le programme d'engagement civique de l'USAID. Le grand dialogue. Bienvenue au Grand Dialogue. Alors pour commencer, Monsieur Dakono, nous allons commencer avec vous. Selon vous, quel doit être l'impact de la gouvernance publique sur la vie de la jeunesse ? C'est d'abord une très grande question, l'impact de la gouvernance sur la jeunesse. Je pense que l'impact de la gouvernance, d'abord, il serait utile de placer ça dans un cadre plus global, ne doit porter que sur la jeunesse, sur toutes les couches, parce que les problèmes arrivent très souvent quand une composante de la société est défavorisée ou favorisée par rapport aux autres. Donc quand cet impact se centrera que sur la jeunesse, vous allez comprendre que les autres composantes de la société pourraient être à même de se soulever. Donc par rapport à votre question, elle est intéressante quand on fait le focus sur la jeunesse seulement au regard de son poids démographique. Je crois que dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne, la jeunesse représente la partie la plus importante de la communauté et c'est généralement la composante la plus active parce que physiquement cela lui permet. Et comme je le disais, d'un point de vue démographique, elle est la plus importante des composantes. Donc, quand l'impact est négatif, comme vous l'avez rappelé dans l'énoncé tout à l'heure, avec tout ce que le pays a connu, l'impact est négatif. Donc, les agissements de cette jeunesse peuvent être également négatifs. Quand c'est un impact positif, on peut sentir une certaine positivité dans les agissements de cette jeunesse. Mais dans tous les cas, que ce soit dans un cadre de crise multidimensionnelle comme dans ce pays ou dans un cadre normal, il est important de mettre cette jeunesse à l'abri de certaines choses à travers les politiques publiques. Certaines choses à l'exemple de la manipulation, à l'exemple de l'instrumentalisation. On peut par exemple éviter la manipulation et l'instrumentalisation à travers un meilleur accès à l'éducation et une éducation soutenue qui puisse permettre à cette jeunesse de s'autonomiser en termes de mode de pensée, de s'autonomiser en termes d'analyse vis-à-vis des politiques publiques qui sont envisagées pour elle et les autres composantes de la société. Donc je retournerai plutôt cette réflexion non pas en termes d'impact sur la jeunesse, mais de rapport entre la jeunesse et les politiques publiques. D'accord. Alors, M. Doucouré, partagez-vous le même avis que M. Dakono sur la question? Oui, bien sûr que oui, je partage le même avis que mon frère Dakono. Mais ce que j'aimerais dire en plus, c'est que la jeunesse aujourd'hui, une grande partie de notre jeunesse, c'est dit, comme vous l'avez même dit en me présentant, activiste. Bon, moi personnellement, je ne me vois pas en tant qu'activiste. Okay. Je me vois juste en tant qu'un porte-voix. Un porte-voix de la population, un porte-voix de la jeunesse malienne, de tous mes frères et sœurs. Et qui souvent n'ont pas le même accès à la parole comparativement à moi en tant qu'artiste musicien. Donc, ce que j'ai surtout à dire, c'est que être activiste aujourd'hui, c'est un problème. Parce que les gens sont en train de faire de l'activisme une profession. Depuis quelques moments, avec la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion du pays, et des associations, des mouvements se sont créés un peu partout au Mali. Et il y en a qui sont en train de faire de ça leur profession. Donc direz-vous que l'impact du gouvernement, disons, la gouvernance publique sur le Mali, elle est négative? Bon,
sur le Mali négatif, je ne dirais pas oui, mais il faut un peu essayer de faire une répartition de la chose. C'est-à-dire que déjà nous voyons en face de nous, nous avons en face de nous des gouvernants qui sont chargés de répondre à nos aspirations, qui sont chargés de faire appliquer les lois de la République. Donc, de l'autre côté, il y a une population qui est là, il y a des jeunes qui sont là, qui ont aussi un devoir de responsabilité vis-à-vis de la gouvernance, vis-à-vis du régime en place, du pouvoir en place. Donc, il y a déjà il y a une partition, chacun d'entre nous a une responsabilité en ce qui concerne la gestion du pays, en ce qui concerne la consolidation de la démocratie et tout ce qui va avec. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Dakono, comme vous l'avez dit, il ne serait pas question d'impact, mais de rapport entre les gouvernants et la jeunesse. Donc, selon vous, quel serait l'impact de... Bon, où en sommes-nous avec cette situation au Mali actuellement ? En fait, je parlais plutôt de rapport entre les jeunes qui font partie de la société et plutôt les politiques publiques. Parce que quand on dit le gouvernement, ça va être plus vaste et ça va concerner d'autres questions qui peut-être on ne va pas aborder ici. Donc, par rapport aux politiques publiques, donc la question c'est quel est aujourd'hui l'impact de ces politiques sur la jeunesse. Je pense que Master Soumi a évoqué la question tout à l'heure avec la prolifération aujourd'hui de jeunes qui se disent activistes. C'est que je vais juste prendre l'exemple de la non-accès à l'information par aujourd'hui de nombreux jeunes qui a ouvert la voie à cet activisme qui se manifeste sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en termes de politique publique, la communication, elle est très importante et elle se fait à travers l'accès à l'information officielle. Puisque à un moment, il y avait cette difficulté d'accès à l'information officielle, l'information non officielle qui, très souvent, s'est avérée être la bonne information, a pris le dessus et on a eu maintenant un foisonnement de jeunes aujourd'hui qui se font porteurs d'informations non officielles, bonnes ou pas, mais quand même porteurs d'informations et qui, plus est, sont devenus très écoutés et très suivis aujourd'hui. Quand on fait une analyse très rapide des réseaux sociaux, il y a des milliers de vues de vidéos qui sont loin de refléter la réalité d'une mesure ou d'une politique envisagée. Donc, avant même de rentrer dans le fond des politiques, c'est que la manière dont ces politiques sont diffusées auprès des bénéficiaires, qui sont censés être les populations, en l'occurrence les jeunes, on a un problème, on a de nombreux dysfonctionnements. Maintenant, s'agissant du fond même de ces politiques, c'est qu'il y a deux niveaux et on se rend compte quand on prend les exemples d'opposition, de contestation face à la mise en œuvre de certaines politiques, qu'il y a une incompréhension manifeste au niveau de la conception parce que les politiques publiques passent par différentes phases avant d'être mises en œuvre. Il y a la phase de conception et à un niveau politique, c'est généralement les conseils des ministres et ça fait très souvent l'objet de communiquer, mais il y a également dans le processus législatif la phase d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Là également, il y a des débats qui ne sont pas suivis. Donc on a un désintérêt, même si ce n'est pas un désintérêt, on a une incompréhension des jeunes, des politiques au niveau de la phase conceptuelle qui se traduit par de vives oppositions et contestations au niveau de la mise en œuvre. Donc il est important également qu'on puisse régler ce dysfonctionnement pour mettre en phase ces politiques avec les bénéficiaires, principalement comme c'est le cas aujourd'hui, les jeunes dont on parle. D'accord. Alors, M. Doucouré, M. Dakono parle de dysfonctionnement. Qu'en dites-vous? Il y a un dysfonctionnement au niveau de l'État. Il y a un dysfonctionnement quand vous remarquez l'État malien communique peu et communique très mal. Et quand vous prenez l'hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale, généralement, j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'il s'agit de dire que le Mali c'est un pays d'hospitalité, de tolérance, de solidarité, on dit ça en bambara. Mais lorsque les gens sont souvent dans l'élaboration des vraies stratégies de pillage et de vol de la République, on dit ça en français. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a une rupture totale entre la population et les gouvernants. La population est généralement impliquée
dans tout ce qu'on peut appeler démocratie ou etc., lorsqu'il y a les élections, lorsqu'il y a un événement historique. Mais au-delà de ça, beaucoup de gens ne regardent pas la télé nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas en ce que la chaîne nationale leur donne comme information. Donc, beaucoup de gens préfèrent aller. Il a si bien dit, il y a beaucoup de sites aujourd'hui, beaucoup de pages et beaucoup de personnes qui s'érigent en activistes ou en révolutionnaires de dernière minute qui donnent tous les jours des fausses informations. Et là, à partir du moment où il n'y a pas la bonne information, il n'y a pas l'information qu'il faut réellement donner à la population, et tout le temps, c'est les intox et les rumeurs qui prendront le dessus. Et cela est très très dangereux pour un pays, et puis surtout un pays qui est en guerre, qui se trouve en guerre, qui se trouve face à plusieurs phénomènes tels que le djihadisme, etc., des groupes sécessionnistes, etc. Donc, il faut se dire qu'il y a un problème très sérieux de gouvernance. Surtout, il faut que l'État malien essaie d'assumer sa responsabilité en termes de communication. Parce qu'il y a aussi, c'est différent, je ne vous apprends rien, je parle sous votre contrôle, mais moi personnellement je pense qu'il y a une différence entre la communication et l'information. Hein? Donc voilà, mais vous trouverez généralement qu'on essaie de cacher certaines choses aux gens. Or en réalité, nous vivons dans un village planétaire, le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe tout de suite à Gao en quelques minutes ou en temps réel, moi je suis au courant. Ici, étant à Bamako, à plus de 1000 km, ce qui se passe en Colombie ou ailleurs, je suis informé. Donc voilà, c'est une question de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. Il faut que nos responsables s'assument. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Dakono, selon vous, qu'est-ce que la gouvernance actuelle apporte à la jeunesse malienne? Ça également, je crois qu'il y a de très grandes questions cet après-midi. Je ne peux pas me substituer au gouvernement actuel pour faire l'état de ce qu'ils apportent à la jeunesse, mais je peux peut-être partager l'analyse qu'on a aujourd'hui de la perception des jeunes sur la gouvernance, et on va faire ce travail d'analyse sous la base des attentes des jeunes, et la principale attente, notamment en 2013 à l'occasion des campagnes au cours de l'élection présidentielle, c'était la question de l'emploi. Je crois que c'est une question récurrente au niveau de la jeunesse, et il y avait de fortes attentes quand on fait le ratio avec la croissance de la population, et encore une fois rappeler la jeunesse de la population malienne, donc d'un point de vue démographique très importante. On va dire que cette attente elle est très grande, et donc la perception des communautés sera jugée sur la capacité des gouvernants à apporter des réponses face à cette question d'emploi. Et ce qui ressort des différents échanges et de la lecture des communiqués et autres activités des jeunes, c'est que ça apparaît comme une attente dessus, parce que on prend à titre d'exemple la création de 200 000 emplois qui était prévue par l'actuel président dans le cadre de la campagne, et le discours des jeunes sur ces 200 000 emplois, même si le ministère de l'Emploi soutient qu'ils ont été effectivement créés, c'est qu'on ne sent pas ça. On ne le sent pas parce que, en plus de la création, même s'il y a eu des emplois créés, il y a eu des emplois également perdus. Et en plus, il y a une forte croissance de jeunes qui sont en âge ou en capacité d'emploi. Donc, quand on met tous ces chiffres, par exemple, on a des milliers de sortants des universités, mais pas que. On a également les jeunes en milieu rural. Il y en a beaucoup qui se sont déplacés pour les raisons de crise et d'autres pour des raisons culturelles. Le fait qu'on connaisse que des jeunes en milieu rural viennent régulièrement vers les grandes villes pour chercher du travail. On a également les sortants des écoles professionnelles. Donc, on a un chiffre exponentiel de jeunes aujourd'hui qui aspirent à un emploi. Et on a le gouvernement n'a pas été visiblement capable d'offrir une offre suffisante qui puisse calmer cette attente, même si on sait qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir faire face à cette attente pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est que la perception générale aujourd'hui au sein de la jeunesse, c'est que même les 200 000 emplois sont pas tout à fait quantifiés pour les jeunes. Pour eux, concrètement, il n'y a pas eu de
200 000 emplois, mais au-delà de ça, il y a eu destruction. Pour cela, on rappelle l'opération du gouverneur de Bamako qui au cours de la campagne de déguerpissement des jeunes qui étaient établis sur des espaces, a occasionné de nombreux, sinon des milliers de pertes d'emplois. C'est rappelé également. Donc, toutes ces actions des gouvernants font qu'aujourd'hui, la perception est qu'on n'a pas pu faire face à l'attente d'emploi des jeunes. Donc, c'est un exemple pour dire qu'aujourd'hui, l'attente des jeunes, principalement la question de l'emploi, apparaît comme une attente dessus. Et donc, la perception est que les gouvernants ne sont pas capables de les apporter les réponses qu'elles attendent. D'accord. Alors, M. Doucouré, beaucoup d'emplois ont été promis, d'autres mesures même. Mais selon vous, quel est le bilan? Le bilan, je ne sais pas si j'ai quelque chose à apprendre aux Maliens. Le bilan est catastrophique. Ce bilan est catastrophique parce que quand on vient nous raconter des chiffres comme quoi ça a été atteint, etc. Mais bon, jusqu'à présent, il y a des jeunes qui manifestent en réclamant leurs 200 000 emplois. Qu'on nous sort des statistiques réelles, des éléments plus concrets, plus précis, tel nombre d'emplois a été donné aux jeunes Maliens, les jeunes Maliens ont pu avoir tel nombre d'emplois, etc. Mais il y a aussi un problème qui fait beaucoup partie de mes inquiétudes par rapport à la jeunesse elle-même. Quand vous prenez, par exemple, comme on est dans la politique, donc vous aurez constaté qu'en 2013, tous les jeunes candidats du Mali qui pouvaient donner une autre image à la politique au niveau national, au niveau du Mali, tous ces jeunes candidats se sont ralliés aux plus vieux candidats du Mali. Je ne sais pas si c'est par manque d'ambition ou c'est parce que les gens ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Il y a un problème. Comment une génération, deux générations différentes, parce que je me dis que si vous avez réellement les mêmes visions politiques, vous n'allez pas vous ériger, venir nous dire que vous incarnez la rupture, vous incarnez une autre façon de faire la politique. Il y a des jeunes politiciens qui sont venus nous dire on va fermer 20 ans de corruption, 20 ans de magouille, 20 ans de ça. Mais eux-mêmes, ils se sont ralliés à ces personnes qui sont des comptables de ces 20 ans de destruction de notre pays. Moi, je ne comprends pas. Là, il y a un paradoxe, il y a un problème. Donc, soit les gens sont là par opportunisme, juste pour trouver quelque chose où aller se caser, juste pour avoir un petit pain à manger, ou bien ils sont là pour la République. Qu'on se dise la vérité, la plupart des jeunes Maliens qui se sont présentés aux précédentes élections présidentielles ont déçu la jeunesse malienne. Ils m'ont déçu moi personnellement. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui se disent intellectuels, qui ont de la vision, puissent avoir une certaine vision de la politique, parce que je me dis que la politique, un parti politique d'abord, c'est deux choses. Mais s'ils n'ont pas... C'est la discipline et les valeurs. Oui, mais s'ils n'ont pas d'emploi, est-ce que ce n'est pas aussi une raison du fait qu'ils veulent aller se caser? Madame, je vais vous dire quelque chose. C'est seulement au Mali que vous allez voir quelqu'un, profession politicien. La politique n'est pas une profession. Et révolutionnaire n'est pas une profession. On fait vivre la révolution. On ne doit pas vivre, on ne doit pas vivre de la révolution. On doit contribuer à la politique avec son expérience, l'expérience acquise dans son domaine précis. Chacun doit avoir un domaine précis dans lequel il évolue. Moi, je suis un artiste. Et à partir des expériences vécues dans mon domaine, qu'est-ce que je peux apporter pour la gouvernance, dans la gouvernance du pays. Donc, ainsi de suite. On ne doit pas avoir comme profession la politique. Je suis désolé. C'est pourquoi les gens sont dans la politique alimentaire. D'accord, mais selon vous, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui vivent de la révolution au Mali? Mais bien sûr que oui, l'activisme est devenu un fonds de commerce. Quand vous voyez des activistes
Essaye de faire chanter les gens parce qu'ils ont leur dossier. J'ai tel dossier sur toi. Je dois dénoncer telle chose. Donc il faut que tu fasses ça pour moi. On a écouté des appels téléphoniques de certaines personnes ici dans ce pays qui se disent activistes, engagés ou etc. D'accord. Alors, Monsieur Dakono, qu'est-ce que vous pensez de cela? De quoi? Des propos de Monsieur Doucouré tout de suite concernant la politisation de la jeunesse. Bon, je vais partir de ce que j'ai retenu plutôt de son propos, qui est très important. C'est d'abord le fait que la politique n'est pas une profession, ni l'activisme qui est devenu très célèbre dans notre pays depuis quelque temps. Ce n'est pas une profession à laquelle on doit s'attendre des retombées pour survivre, mais c'est plutôt des contributions après un accomplissement professionnel. C'est ce que je retiens. Et je partage ce point de vue qui dénote d'un impact très négatif aujourd'hui sur l'animation de l'espace public. D'un point de vue politique, oui, c'est vrai, mais d'un point de vue social, c'est encore plus dangereux parce que au-delà même de la question de l'activisme, il y a un phénomène très répandu aujourd'hui. Tu rencontres très souvent des jeunes dont la profession c'est jeunes leaders, c'est-à-dire on les rencontre dans toutes les activités, ils représentent telle organisation aujourd'hui, une telle autre organisation, en tout cas sur la thématique non seulement dans le pays mais à l'étranger. Donc leur activité principale c'est représenter les jeunes parce qu'ils sont jeunes leaders. Donc au-delà de l'activisme, au-delà de la question politique, mais d'un point de vue social également, il est important que les jeunes comprennent que l'engagement social ou politique intervient après un accomplissement professionnel. D'accord. Comme M. Doucouré l'a mentionné, il a parlé de l'ancienne génération et de la jeune génération qui se sont réunis durant les élections. Quand il parlait de ça, est-ce que vous pensez que l'ancienne génération était comme l'actuelle génération? Comme à quel égard? Voilà, du fait que cette génération étant jeune était politisée. Je pense que déjà, 1991, c'est l'aboutissement d'une révolution. On peut refaire le procès de ce qui s'est passé en 91, comment on y est arrivé. Il y a souvent des opinions et des analyses qui s'opposent sur la question, mais une chose est indéniable, c'est qu'il y a eu une forme d'activisme, il y a eu des luttes politiques, il y a eu des luttes sociales qui ont abouti à la situation de 91. Et ces luttes sociales, ces luttes politiques et ces luttes syndicales ont été menées par des personnes dont la moyenne d'âge, sans me tromper, serait de 35-36 ans. Donc on peut dire qu'à cette époque, il y a eu quand même des jeunes qui se sont accomplis dans des domaines sociaux, dans des domaines syndicaux et dans des domaines politiques. Ils ont porté les révolutions et justement, c'est très important, ça me permet de faire le parallèle avec 2013 que vous avez évoqué. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui d'opposer systématiquement l'ancienne génération à la génération actuelle, sans perdre de vue que dans le contexte malien, il est difficile de parler de génération politique spontanée. Comme je vous l'ai dit, les luttes syndicales et politiques ont été portées par des gens en 1980, à la fin des années 80 et début des années 90, qui a abouti à la naissance de la Troisième République. Elle a été animée jusqu'à cette date par ces mêmes personnes qui se sont relayées, qui se sont, prêtez-moi l'expression, souvent alternées à la tête des institutions de la République. Donc, si je ne m'abuse, dans quelques années, c'est presque la fin, que ce soit d'un point de vue politique ou technique, de carrière pour la plupart de ces personnes. Il va falloir que le pays ne va pas s'arrêter avec ces personnes. D'autres vont le faire. Donc ça devrait être l'aboutissement également de luttes politiques et sociales menées par l'actuelle génération. Donc on ne peut pas s'improviser tout de suite politique ou activiste dans un domaine et vouloir forcer la porte et prendre l'animation de la vie publique sans ces étapes. Ça peut arriver pour des cas qu'on pourrait citer pour l'histoire, mais dans l'ordre des choses, c'est comme cela que ça se passe. Et quelqu'un a attiré l'attention sur un autre aspect qui peut être débattu encore, puisqu'il y a plusieurs points de vue, c'est que on ne peut pas
on oppose généralement deux choses de même nature. Vous avez rappelé les lacunes de notre génération, qui sont des lacunes vraies, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par rapport, je ne dis pas que la génération actuelle, puisque la situation que le pays connaît est le fruit, je l'ai dit, c'est eux qui ont animé les institutions, c'est eux qui ont participé à tout depuis 91. La situation qu'on connaît n'est que le résultat du travail qu'ils ont fait. Donc ils sont entièrement comptable, la génération actuelle ne peut pas y participer, de ce que le pays est devenu aujourd'hui. Donc, pour dire qu'elles avaient également, ces générations, leurs lacunes, comme la génération d'aujourd'hui. Mais ce qui semble, parce que leur génération n'a pas permis d'offrir les conditions d'éducation et d'épanouissement indispensable à la génération actuelle, c'est que quand on les met bout à bout, c'est la comparaison, c'est les disproportionner. Parce que eux, autant ils avaient cette génération, autant ils avaient bénéficié de bonnes formations, de s'épanouir dans de bonnes conditions, autant cette génération a dû, pour les quelques personnes qui l'animent, être dans les bonnes conditions, se battre pour y être. Sinon, dans la majorité des cas, c'est une génération qui n'a pas bénéficié de bonne éducation, qui ne s'est pas épanouie, qui est sortie de crise en crise pour être là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas les mettre bout en bout et les comparer et les opposer au pire des cas. D'accord. Alors, M. Doucouré, selon vous, est-ce qu'on peut dire que la venue de tous ces activistes révolutionnaires n'est pas une création de l'État? Bien sûr. C'est pourquoi, récemment, j'ai dit lors d'une interview que j'en veux au régime Ibeka pour deux raisons. Une des raisons, c'est d'abord la mauvaise gestion. Deuxièmement, on a créé des professions de circonstances. C'est très dangereux. Tant au niveau des jeunes qui s'opposent au régime, mais même aussi à travers des partisans du régime, il y a des jeunes qui se sont créés comme emploi. La défense du régime, toutes les personnes qui critiquent l'État, qui dénoncent les dérives de la République et les dérives du régime, elles aussi vont créer soit un mouvement anti-Maliko, comme si pour les autres, vous voyez un peu. Donc ça, c'est les jeunes qui ont eu comme activité principale d'aller voir les barons du régime, des ministres qui sont dans le parti au pouvoir, leur soutirer de l'argent, aller faire des mouvements fictifs sur les réseaux sociaux pour, soi-disant, défendre le Mali. Or, en réalité, ils essaient de montrer à ces gens-là qu'ils sont en train de travailler pour eux. Mais est-ce que les opposants aussi ne font pas ce genre d'activité? Oui, mais bien sûr que oui. Mais c'est pourquoi je veux que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut que ce soit sincère. Même les jeunes, je les exhorte à se politiser. Les jeunes, je les exhorte à faire de la politique. Parce que dans la vie, tout n'est pas politique, mais c'est la politique qui gère tout. On doit tous faire de la politique. Toute la jeunesse doit faire de la politique, mais que les gens soient honnêtes et sincères avec eux-mêmes. C'est une question de sincérité. Vous pouvez être aujourd'hui enseignant ou quoi que ce soit, ça ne vous empêchera pas de vous présenter sur une liste des élections municipales de votre commune. Mais soyez sincères, soyez honnêtes avec les gens et soyez honnêtes avec vous-même. C'est très important. D'accord. Alors, M. Dakono, comme M. Doucouré vient de le dire, selon vous, est-ce que tout le monde peut faire de la politique? À l'exception de ceux qui y sont interdits par la loi, par exemple les magistrats et d'autres catégories de personnes pour lesquelles la politique est interdite. Sinon, normalement, tout le monde doit pouvoir faire de la politique. Mais c'est encore une fois un des principes de la démocratie. C'est une question de choix. On ne peut pas obliger les gens à faire de la politique. Et ce que je partage avec ma sœur Soumi, c'est que les gens doivent le faire doivent le faire et sont obligatoirement astreints à le faire. Je crois qu'il y a une certaine forme de limite, mais c'est quand même une bonne chose parce que l'un des fondamentaux de la politique, c'est pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui ont été identifiés. Cela sous-entend une certaine capacité qui peut être physique, intellectuelle ou comme vous voulez, mais que les gens qui sont aujourd'hui dotés de ces capacités soient ces acteurs qui portent des pensées politiques ou des actions politiques.
politique, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, parce que l'espace public au niveau politique est animé par des personnes, comme ma sœur l'a dit, et que je partage, qui ont une vocation professionnelle de politique et non une contribution ou l'aboutissement d'une quelconque lutte ou d'une quelconque conviction. Donc oui, il est important que la jeunesse capable puisse s'investir en politique pour ne pas laisser, comme on dit, la chose politique à seulement les gens qui en font une vocation de vie, vivre de la politique sans avoir les capacités d'apporter des solutions aux problèmes des communautés. D'accord. Oui, M. Doucouré, vous voulez réagir par rapport à cela? Non, bon, c'est juste pour dire que, pour ajouter quelque chose à ce que mon frère Baba vient de dire, c'est-à-dire qu'on a longtemps considéré de la politique comme une mauvaise chose, comme l'art de mentir, etc. C'est nous qui avons fait de la politique, au niveau du Mali, nous avons fait de la politique l'art de mentir. Comme il a si bien dit, l'objectif c'est d'apporter des solutions. Ah, c'est la quête des stratégies pour pouvoir bien gérer la cité. C'est ça la politique. Donc, chacun de nous est prédisposé à réfléchir, à voir et à trouver une solution qu'on peut proposer à sa communauté. Donc, la politique, si elle est pratiquée par des mauvais gens, ça devient une mauvaise chose. Sinon, en réalité, c'est une bonne chose. D'accord. Oui. Mais quel est le rôle de la jeunesse dans le contrôle de l'action publique selon vous? Bon, moi je dirais, surtout aujourd'hui, toujours avec ces réseaux sociaux et autres, je dirais que les gens sont plus dans le spectaculaire. Les gens sont plus dans le spectaculaire. Les gens sont plus en train de courir vers la lumière. J'ai un ami qui a l'habitude de me dire, dans la vie, il y a des gens qui courent vers la lumière pour bien voir ou pour permettre aux autres de bien voir, mais certains courent vers la lumière pour être mieux vus. C'est ce qu'on rencontre aujourd'hui au Mali. Et le conseil que j'ai à donner à tous ces jeunes activistes qui sont dans les mouvements, des mouvements de contestation et autres, je les exhorte à fédérer les forces, à se mettre ensemble. Il faut une synergie. La plateforme Ante-Abana, nous avons réussi cette bataille parce que tout simplement, il y avait une synergie de la société civile, des partis politiques, de toutes les personnes qui étaient engagées contre ce que je peux appeler une imposture ou une insulte à l'endroit du peuple malien. Et en plus de cela, une anecdote, avant la création de la plateforme Ante-Abana, le mouvement Trop c'est trop. La première fois que ce mouvement, dont je salue les passages, je les rends hommage pour le travail qu'ils ont eu à faire depuis. La première fois qu'ils sont partis à ma rencontre, quand j'ai échangé avec eux, ils m'ont dit, bon, grand frère, on veut faire une manifestation pour dire non à cette révision constitutionnelle. J'ai dit, ok, une belle initiative. Et moi-même, je suis dans la même logique. Mais essayez de contacter d'autres associations pour que vous puissiez mener le combat ensemble. Parce qu'il y a un adage qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bon, on a compris qu'ils étaient trop partis, ils étaient partis un peu loin dans l'organisation, etc. Mais ça ne m'a pas empêché, moi et mon frère, qui est mon manager, de se rejoindre à eux pour venir à la manifestation. Mais on n'était pas du tout nombreux. Et ce qui a favorisé les forces de l'ordre qui nous ont matés, qui nous ont bien gazés. Donc, mais une fois qu'on a compris et qu'on s'est mis ensemble, associations, les associations de la société civile, les partis politiques, les leaders d'opinion, les autres personnes et ressources, mais vous voyez ce que ça a donné comme résultat. Donc je dis tout simplement à tous les jeunes de se mettre ensemble. Même la manifestation qui a eu lieu avant-hier, personnellement je suis venu en retard. Et heureusement pour moi, quand tu viens en retard, pour une manifestation où les gens sont en train de respirer des gaz lacrymogènes, là tu vas rapidement prendre tes dispositions. Parce que tout simplement, les gens n'étaient pas nombreux. Quand on est nombreux là, ça va être très difficile de nous vaincre. Mais pourquoi vous êtes venu en retard? Est-ce un fait exprès ou quoi? Non, parce que je suis derrière le fleuve et voilà.
D'accord. Oui, Monsieur Dakono, quelle est votre observation par rapport aux propos de Monsieur Doucouré concernant le rôle de la jeunesse dans le contrôle de l'action publique? Le rôle de la jeunesse concernant le contrôle de l'action publique, pour moi, il est à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui consiste, parce qu'on est dans un cadre démocratique, où c'est les communautés elles-mêmes qui choisissent les personnes qui vont gérer les affaires de la cité. Donc cette occasion, c'est un moment de rencontre entre des candidats et ceux qui les portent à la tête des affaires publiques. Donc il y a un rôle à jouer à ce niveau, un rôle d'identification et de mise en commun des besoins, des priorités des communautés, de toutes les communautés, pas seulement jeunes. Les jeunes peuvent être les porteurs donc des besoins d'autres composantes de la société, pour que véritablement ces espaces de rencontre soient des occasions de discussion en profondeur sur les solutions que doivent apporter ces candidats qu'on appelle les politiques. Il y a le deuxième niveau, c'est après leur installation, comment ils vont gérer les affaires de la cité. Il ne faut plus que les jeunes et toutes les autres composantes de la société restent dans l'arcane de les rendez-vous électoraux, c'est-à-dire la démocratie ne vit qu'à l'occasion des élections. Entre deux élections, il y a la mise en œuvre des promesses électorales. C'est également un moment où il faut jouer un rôle de veille. Et là également, ce rôle de veille se fait, permettez-moi, également à deux niveaux. Il y a le niveau de conception des politiques publiques et il y a le niveau de mise en œuvre. Pour le niveau de conception, il est très important que les gens développent les capacités de compréhension des politiques publiques. Parce qu'on se rend compte que les gens sont d'accord avec les politiques au niveau conceptuel, mais quand il s'agit de la mise en œuvre, beaucoup des mêmes personnes qui étaient d'accord sont dans la contestation. Et on réalise que finalement les gens n'avaient pas compris. Et il est important, les rassemblements sont importants à ce niveau parce que ça permet que ceux qui ont compris expliquent à ceux qui n'ont pas encore compris et que la veille commence depuis le niveau conceptuel. Il a rappelé le débat autour de la révision constitutionnelle. Ça aurait été très important que les débats soient suivis par la société civile au niveau de l'Assemblée nationale. Ça aurait peut-être permis d'éviter beaucoup de choses. Là, quand je parle de niveau conceptuel, c'est vrai que c'est depuis la phase d'élaboration, mais dès que la politique publique est mise à l'espace public depuis la phase de communiqué des conseils des ministres, parce que c'est le moment où c'est accessible à tout le monde, il est important que les gens s'impliquent. Et après, dans la mise en œuvre, qu'on s'implique également. D'accord. Mais selon vous, à quoi peut-on s'attendre avec cette nouvelle jeunesse ? Déjà, il a parlé d'ouverture de cette nouvelle jeunesse, de connexion. Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'activisme au Mali sont connectés avec ceux qui sont au Burkina, qui sont dans d'autres pays du monde. Donc, ça permet de partager très rapidement les bonnes pratiques, les meilleures méthodes. Parce que ce que j'ai dit, la méthode, elle est très importante. Donc, ça permet de partager les bonnes méthodes pour arriver à des résultats probants. Donc, il y a également l'accès à l'information. On l'a rappelé en début d'émission, même s'il y a une certaine forme de fermeture au niveau des pouvoirs publics, c'est que les gens sont autorisés à avoir l'information. Parce que l'inquiétude que Master a rappelé, c'est plus important quand on réalise que de plus en plus, les rumeurs deviennent des informations officielles après. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en avance sur la diffusion de l'information, qui partagent cette information-là. Donc ce qu'il y a de différent aujourd'hui, c'est cette ouverture sur le monde, sur les autres, et également la connexion et la facilité d'accès à l'information, même quand on tente de la cacher. D'accord. Et vous, Monsieur Doucouré, selon vous, à quoi peut-on s'attendre de cette nouvelle jeunesse? Bon, quand même, il y a un processus d'éveil de conscience qui a été enclenché depuis un certain temps, où le citoyen lambda s'intéresse de plus en plus à la gestion publique, à la vie de la nation, à l'actualité, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et ça a tout le temps fait partie de mon combat en tant qu'artiste, et éveiller les consciences et provoquer des réflexions. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où il y a de la dénonciation, il y a de la contestation, il y a des analyses pertinentes, mais aussi des propositions plus concrètes, hein, qui peuvent nous permettre d'avancer. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que ça prouve de l'évolution. On est en train d'évoluer parce qu'il faut reconnaître que nous avons une démocratie aussi qui est jeune et qui a besoin d'être
consolidée à travers des espaces de débat, des discussions où va jaillir des réflexions plus bénéfiques pour nos populations. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Dekono, certains souhaitent que la jeunesse prenne le pouvoir en 2018. Est-elle prête pour ça? Il sera peut-être injuste de mettre tous, parce qu'il y a la jeunesse visible, il y a la jeunesse audible, donc ce sera peut-être, le jugement serait peut-être préjudiciable à une jeunesse actuellement non visible et non audible, qui a des compétences qu'on ne sait pas, parce que justement on ne la voit pas, on ne la sent pas. Donc dans tous les cas, je reviens sur mon propos précédent, il n'y a pas de génération politique spontanée, surtout dans le cas malien. Là, on parle de magistrature suprême, c'est normalement l'aboutissement d'une lutte politique dans un pays, donc après de nombreux exercices. Il est important qu'il y ait quand même un changement de compréhension, d'appréhension sur la chose politique, et que cela puisse se manifester dans l'intérêt que les gens ont d'abord au niveau des campagnes électorales, mais également dans le suivi de l'action publique. Et ça, principalement, c'est les jeunes qui peuvent le faire. Quant à l'exercice du pouvoir, c'est un processus, et heureusement, les jeunes sont dans ce processus. On espère que ça puisse aboutir par le fait qu'ils animent eux-mêmes, peut-être maintenant ou quand ils auront la confiance des Maliens à le faire. D'accord. Et vous, M. Doucouré? Bon, pour les futures élections présidentielles, pour moi, personnellement, je pense que beaucoup de jeunes ont raté le rendez-vous. Je prends l'exemple en l'occurrence sur l'ancien Premier ministre Moussa Mara, par exemple, qui est venu dans le gouvernement Andi Bekar et n'ayant pas de poids politique est parti jusqu'à aller se faire manipuler pour une histoire d'avion qui lui a fait perdre beaucoup de crédits. Et lorsqu'il s'agissait de dénoncer cette révision constitutionnelle, beaucoup n'ont pas pu s'assumer. On se connaît, on connaît qui a pu faire quoi pour le peuple malien. Donc aujourd'hui, je vois que quand on regarde au niveau de la jeunesse, je me dis que le Mali n'a ni besoin, c'est vrai, nous avons besoin d'un président qui a de l'énergie, capable de tourner à l'intérieur du pays chaque 3 mois. Nous n'avons pas besoin d'un vieux arrivé à bout de chemin. Nous n'avons pas aussi besoin de jeunes ni de vieux, mais nous avons besoin de l'homme capable dans ce pays. Parce que quand je regarde et quand je fais une comparaison entre la jeunesse et ceux qui sont considérés comme des vieux, je me dis que voilà, il y a un problème. Merci beaucoup, M. Doucouré. Et pour conclure ce débat, s'il vous plaît, si vous pouvez nous faire un petit acapella pour lancer un message à la jeunesse malienne. Pour une Afrique unie, Kadhafi est puni. Le Mali aussi parce que ami de la Libye. Kadhafi est parti parce que trahir sa patrie pour sa propre survie n'a pas été sa vie. Le sous-sol qui console le monopole du pétrole seulement sans protocole pour aller sauver ses cols. Kadhafi a dit non. Il fut un démon. Kadhafi refusa, résista, on le tua. Benghazi mal parti, l'État nazi choisi au profit de la bourgeoisie, on regrette Kadhafi. Face aux maisons en flammes, voici des yeux en larmes, ambulance en alarme, des armes tuant des âmes. Au nom de l'islam, des imams violent des femmes, des kidams jouant gendarmes et partout l'amalgame. Quel drame, quel faux pas, quel organe, population de la Libye entre tambour et tam-tam. L'assassinat de Sankara donne un bon papa sympa, des patatis et patatas à celui de Lumumba. Pour le cacao, on sème le chaos entre Laurent Gbagbo et Monsieur Ado. Raccourci pour Morsi, parti très petit. Kagame blâmé, Mugabe embourbé. Hey, tu vois mon pote, tu sais un patriote est un despote qui mérite des chicottes. La Libye est en proie car il y a trop de rois, une terre de non-droit où l'insurgé fait la loi.
Merci beaucoup. Cela met fin à ce débat sur l'impact du système de gouvernance sur la jeunesse, qui est un partenariat avec le programme d'engagement civique de l'USAID. Un grand merci à nos invités, Baba Dakono, chercheur à l'ISS, Ismaïla Doukouré, dit Master Soumi, chanteur et facilitateur de dialogue. Monsieur l'honorable Amadou Cham n'a pas pu être parmi nous. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Philly Dombélé. C'est une réalisation, une coordination de Mohamedou Touré, et la régie vidéo est assurée par Peting Diara. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.